BFM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver. On est avec vous comme tous les midis sur BFM Business. On répond à toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus évidemment, même si on a changé un tout petit peu de conditions d'enregistrement et de direct. Avec Sofiane, on est là. Avec nos experts, on est là. Il y a une question, une adresse à connaître, Sofiane. Oui, celle-ci, elle ne bouge pas, contrairement au décor en moins. Ça ne change pas. C'est toujours avec vous à bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez jusqu'à 13h et puis il y a le live LinkedIn et sur X. Vous posez toutes vos questions. Parce qu'on a des experts qui sont là en plateau pour vous répondre. La crème de la crème, vous voulez dire, sur ce plateau. Bah oui, nos experts commencent à bien connaître le fonctionnement de l'émission. Nous avons Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi, qui est avec nous. Bonjour Jenny, bienvenue dans cette émission. Kéra Desfamilles est en face de vous, créatrice de Féminine Leader. Bienvenue Kéra. Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle, avec qui on va parler des entreprises en difficulté notamment. Et notre juriste à distance, Pauline Tanet, avocate associée au cabinet Akiki Associés. Merci Pauline d'être avec nous en direct. Allez, on va commencer par la première question, Sofiane. Et elle est pour vous, Jenny, notre experte entrepreneuriat et carrière du jour. Je n'ai que des réponses négatives suite à mes candidatures, nous dit Mélanie. Je commence à désespérer alors que mon CV semble correct. Comment faire pour décrocher un CDI? Alors, quelle méthode on donne à Mélanie? On va essayer de lui donner le sourire en ce lundi midi. Déjà, la rassurer en disant que ça nous arrive tous. C'est-à-dire que les périodes de chômage, quand on les vit, on sait qu'on va forcément être confronté à avoir des noms, à avoir un retour non. Je dis souvent qu'il suffit d'en avoir un. C'est ça le plus important pour en avoir un. Ce que je lui conseille, déjà, c'est la base de la base, c'est le CV. On a beau l'aimer, pas l'aimer, ça reste un fondamental aujourd'hui. Un recruteur, il a seulement quelques secondes pour regarder un CV. Et je sais que moi, en tant que recruteuse, j'aime quand on personnalise le CV, qu'on lui donne vraiment beaucoup de vie et de ne pas recevoir un CV que n'importe quelle entreprise pourrait recevoir aussi. Ça veut dire quoi, personnaliser un CV? C'est mettre des petites fleurs? Non, pas du tout, Sofiane. C'est pas sur la forme, c'est sur le fond. Des fois, on voit des CV où on voit bien qu'ils sont envoyés à toutes les entreprises sans s'être intéressés à l'entreprise. Donc peut-être un encart en haut, maintenant ça se fait de plus en plus, où on va vraiment personnaliser en disant pourquoi on a postulé à cette entreprise-là. C'est ça plutôt que j'appelle personnaliser. Moi, il y a quelque chose auquel je suis très sensible dans un CV, auquel on ne pense pas forcément. On met beaucoup les missions qu'on a faites dans sa vie, on met rarement les résultats. Et de s'intéresser à se dire, j'ai fait toutes ces missions, mais voilà les résultats opérationnels et productifs aussi en termes de chiffres que ça a pu apporter à l'entreprise, même quand on a une fonction non productive, même quand on vient de la communication, quand on vient de fonctions support, de réussir à dire qu'est-ce que j'ai apporté en termes de valeur à l'entreprise. Donc, se poser déjà ces questions-là sur son CV, ça me paraît essentiel. Relancer, être proactif avec les recruteurs aussi. On me dit souvent qu'on le fait, mais moi, j'envoie des centaines de réponses et peu de candidats finalement me disent ou reviennent vers moi en me disant pourquoi j'ai pas été retenu. Est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce qu'eux-mêmes ont suffisamment de feedback pour identifier les raisons de ce non? Ben justement, je pense qu'ils n'en ont pas forcément. C'est ça qui est le plus dur. C'est de ne pas savoir pourquoi on n'est pas retenu et de ne pas hésiter à oser le demander aux recruteurs. Et je vous le dis, on le fait pas. Pourquoi vous ne voulez pas de moi? Pourquoi vous ne voulez pas de moi? Direct, après, il y a la façon de le demander. Mais moi, si on me le dit comme ça, je pense que je prendrai le temps de le faire, de me demander pourquoi je n'ai pas été retenue. Et puis, vous savez que je suis là pour parler d'entrepreneuriat. Donc, si on a beaucoup de non, peut-être se poser la question de la reconversion et pourquoi pas entreprendre. C'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est non seulement envoyer des CV, mais pour décrocher un CDI. Et c'est intéressant parce que peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir un CDI au départ, d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus précaire, mais si derrière, ça peut conduire à quelque chose de plus stable, on peut peut-être accepter une solution un peu à mi-chemin, Jenny? Je pense qu'effectivement, c'est la bonne réflexion à avoir, Sandra, pour lui donner des bons conseils. Est-ce qu'il peut un peu ouvrir, effectivement, parfois ses chakras quand on n'arrive pas à avoir le fameux CDI qu'on veut, s'ouvrir à d'autres opportunités, un CDD pour commencer, faire ses preuves ou d'autres types de contrats. Tout à fait. Sofiane. Oui, c'est un oui pour vous, Pauline. On veut votre éclairage, on vous retient. Répondez donc à cette question, s'il vous plaît. C'est Ralette qui nous demande, je viens d'apprendre que mon salarié cumule un deuxième emploi à temps complet chez un concurrent. Est-ce un motif de licenciement? Pauline. Allô? Oui, ça y est. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, Sandra, mais je n'ai pas bien entendu du coup la question de Sofiane. Ah ben on est là pour ça, on est là pour répéter la question. La voici, c'est Ralette qui nous demande, je viens d'apprendre que mon salarié cumule un deuxième emploi à temps complet chez un concurrent. Est-ce un motif de licenciement? Alors oui, tout à fait, Sofiane. Donc quand on a un salarié qui cumule deux emplois à temps complet, alors il y a en réalité deux raisons, deux motifs qui pourraient venir justifier le licenciement. Déjà, la première chose, c'est de regarder
dans son contrat de travail s'il a une clause d'exclusivité. Donc la clause d'exclusivité, c'est une clause qui contraint un salarié à travailler exclusivement pour l'employeur et de ne pas pouvoir travailler par ailleurs chez un concurrent ou pour exercer une autre activité. Et ensuite, le fait de cumuler 2 emplois à temps complet, ça place l'employeur dans nécessairement, en fait, il viole son obligation d'assurer, d'éviter aux salariés de dépasser les durées maximales de travail. Parce que vous savez qu'il y a des durées maximales de travail à ne pas dépasser. Et lorsque un salarié cumule 2 emplois à temps plein, nécessairement, ça dépasse les durées maximales de travail, donc 48 heures par semaine. Voilà. Et donc, comme l'employeur, il est contraint de respecter cette obligation-là et de faire respecter cette obligation à ses salariés, s'il est informé qu'il y a ce fameux cumul de 2 emplois à temps plein, alors il ne peut pas rester dans cette situation et il doit enjoindre son salarié à régulariser la situation en le mettant en demeure de choisir entre l'un de ses 2 employeurs. D'accord. Et donc, il le met en demeure, il lui laisse un délai pour pouvoir répondre et pour pouvoir dire s'il souhaite continuer à travailler avec lui ou avec l'autre employeur. Et si le salarié reste dans une position d'inertie, dans ce cas-là, l'employeur a un motif pour pouvoir rompre son contrat. D'accord, mais on ne commence pas par un licenciement sec, c'est d'abord la mise en demeure, d'abord la discussion avec le salarié. C'est important de le dire parce que j'imagine que le premier réflexe, c'est de peut-être vouloir s'en débarrasser, alors que non, il y a des lois qui le protègent. Donc évidemment, la mise en demeure... Oui. Vous avez complètement raison, Sandra. En fait, il faut passer d'abord par l'étape de regarder son contrat de travail, s'il y a une clause d'exclusivité ou pas. Et ensuite, en fonction de s'il y a une clause d'exclusivité ou pas, on engage la procédure de mise en demeure pour qu'il puisse régulariser la situation s'il n'y a pas de clause d'exclusivité. Ouais. Et on peut ensuite, s'il est dans une position d'inertie et il ne choisit pas l'un des 2 employeurs, dans ce cas-là, procéder à son licenciement sur ce second motif-là. Voilà qui éclaire les conseils de Pauline Tanet. On passe à la question du jour, Oui, parce Sofiane ? que j'ai fait un petit calcul. 2 fois 35 heures, ça fait 70 et donc on est au-dessus. Voilà. C'est un peu la conclusion. Je vous le confirme, on est au-dessus. La question du jour, faut-il alléger la charge mentale des entrepreneurs ? C'est la question qu'on vous pose depuis 48 heures sur les réseaux sociaux. Bruno Le Maire est en croisade contre la complexité en entreprise. Le ministre de l'économie veut faciliter la vie des patrons. 26 articles ont été transmis au Conseil d'État. Il s'agit de supprimer des démarches en privilégiant, vous savez, ce fameux concept du « dites-le nous une fois ». Et le principe, c'est de ne pas le dire une deuxième fois, entre le service public et les entreprises. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux tout le week-end. Laurent, par exemple, qui est directeur d'agence, nous dit « Oh que oui !» Plus de protection, de considération, un vrai choc de simplification administrative et fiscale sont nécessaires. Christelle est d'accord aussi et elle nous dit « C'est nécessaire, c'est même vital ». Sébastien, lui, est d'accord et propose une méthode et nous dit de restructurer vraiment l'URSSAF pour que ça aille plus vite et que ce soit mieux. Et Nathan propose une autre solution, lui, en créant des régimes spéciaux adaptés ou en augmentant le plafond du chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs et surtout en les soutenant. Dimitri, vous qui connaissez bien ce domaine, il y a une solitude de l'entrepreneur face notamment aux démarches administratives, c'est ce que vous constatez ? Alors, en effet, il y a une vraie solitude et il y a aussi... vous parlez de charge mentale, et ça c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs, notamment les micros, voire même les solo-entrepreneurs qui sont tout seuls, qui ne connaissent pas l'écosystème entrepreneurial, ou très peu, pas comme un entrepreneur de PME, qui lui est plus infiltré dans les réseaux, dans les consulaires, etc. Donc il peut échanger avec d'autres pairs entrepreneurs. Les micros sont souvent esselés à la charge mentale très élevée quand ils ont des déclarations à faire. Pour beaucoup, ils sont assez perdus. Et c'est pour ça, quand on parle du choc de simplification, il y a le choc de simplification pour les grosses entités, donc les PME, les ETI. Mais il ne faut pas oublier que 3 millions d'entreprises sur les 4 millions d'entreprises en France, ce sont des micros. Ouais. Donc le gros des troupes, ce sont ces gens-là il faut vraiment simplifier leur démarche administrative. Et puis, il faut aussi faire comprendre aux micros qui pour beaucoup d'entre eux, ont des rémunérations très faibles. C'est un sujet dont il faut parler aussi, et qu'ils ont droit aux aides sociales. Donc tout ça, il faut vraiment simplifier, avoir un point d'entrée pour leur permettre d'avoir la vue globale de leur démarche administrative et les aides possibles. Jenny ?
C'est très juste ce que vous dites, Dimitri. Moi, j'y étais confrontée quand j'ai démarré l'entrepreneuriat. J'étais micro-entrepreneur et j'étais dans une vraie complexité. On me disait, tu peux avoir des aides pour entreprendre, mais je voyais bien que faire les dossiers d'aide me prendrait énormément de temps au détriment de mon business. Donc, à l'époque, j'ai dû faire un choix en me disant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux développer mon activité ou je veux pouvoir avoir des aides qui vont m'aider à développer mon activité? Donc, c'était une vraie complexité au quotidien et donc j'ai eu peu d'aide. J'aimerais quand même vous faire réagir à ce message de Pascal, qui est gérant d'entreprise lui aussi, et qui dit, quand vous faites le choix de l'entrepreneuriat, vous faites le choix de l'indépendance et de la responsabilité. Si vous ne vous sentez pas bien dans l'entrepreneuriat, il faut sans doute faire autre chose. Nous n'avons pas besoin d'une réglementation ou d'une assistance maternelle étatique. Non, mais on a peut-être besoin de s'entourer, tout simplement. Demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse. C'est pas binaire. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Oui. Il y a les micros, et c'est un statut qui a du sens pour débuter une activité, et donc même pour la tester. Donc ce sont des gens qui sont assez peu impliqués dans l'écosystème entrepreneurial. Il faut les accompagner, ces gens-là. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, il faut les accompagner. Mais encore plus ces entrepreneurs-là. OK et puis après, ça ne peut pas être binaire. C'est de dire, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Non, et puis on a besoin d'aide, quoi qu'il arrive, surtout quand on se lance. Vous parliez des micro-entrepreneurs, justement, mais beaucoup de réactions vont dans ce sens. Cyril, qui est comptable, nous dit qu'il faut alléger la charge mentale des petits entrepreneurs qui travaillent pour les grosses entreprises en régulant ces dernières. Alors, est-ce que c'est de la faute, justement, des grosses entreprises qui font peser le poids de la charge mentale sur les petites? C'est Cyril qui dit ça? Oui. Ben, Cyril a entièrement raison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de petits pour faire fonctionner les gros. Et en sous-traitance, ce sont des variables d'ajustement. Les petits, il n'y a pas que les micros. Il y a aussi les petites TPE, les petites PME, qui sont là pour absorber la surcharge de travail, qui sont là pour absorber les prestations de consulting, les prestations intellectuelles, et puis les prestations de maintenance, puis les prestations de sites industriels. Donc, les gros ont besoin des petits, et puis les petits ont aussi besoin des gros. Donc, on a tous travaillé ensemble. Voilà. Et ils ont besoin aussi d'être payés dans les temps. On l'a dit à la dernière émission, très important. Sinon, les petits disparaissent. Merci de le noter. Une question pour Kéra, Sofiane. Une dernière question, une dernière réaction de Marc qui nous dit c'est terrible, tous les commentaires sont les mêmes qu'il y a 40 ans. Alors, c'est vrai, Kéra, est-ce que finalement, on n'a pas progressé sur le sujet de la santé mentale en entreprise? Finalement, il n'y a pas beaucoup de mieux chez les entrepreneurs? En termes de santé mentale, depuis 40 ans? Oui. Depuis 40 ans. On a l'impression pourtant qu'on en parle de plus en plus. Alors ça m'a étonné de voir Marc qui dit les commentaires sont les mêmes qu'à 40 ans. On aurait dit la même chose à l'époque. Moi je trouve que justement c'est révolutionnaire. Aujourd'hui on parle de santé mentale, on parle d'émotions. Pendant longtemps, et moi quand j'ai démarré ma carrière dans les années 95, on entendait très souvent dans l'entreprise vos émotions elles restent à la porte. Comme si on pouvait contrôler une émotion. Et on avait encore cette scission entre le rationnel et l'émotionnel. Et l'émotionnel reste à la porte. Or, l'émotion, c'est quoi? C'est l'énergie qui nous permet de passer à l'action. C'est l'énergie qui nous permet de vivre, de ressentir une situation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Et plus on apprendra à identifier ses émotions, savoir ce qui se passe dans son corps dans ces moments-là où on est submergé, savoir ce qui se passe dans son corps quand on est désappointé, quand on a des déceptions, quand on ne va pas bien, plus on sera à même de pouvoir les apprivoiser et de pouvoir aussi comprendre l'autre dans ses émotions, parce qu'on a vu que les émotions, ça développe des réactions réflexes conditionnées qui peuvent être agressives, qui peuvent être la mauvaise foi, l'évitement, qui peuvent être l'inhibition. Et donc, tout ce champ culturel, aujourd'hui, on est en train de se l'approprier. Et la première appropriation, c'est de pouvoir en parler librement. Et ça, c'est quelque chose d'assez... De plus en plus accepté, en tout cas discuté. Et sur LinkedIn, Youssef, qui est consultant et formateur, nous dit justement, il nous donne sa méthode en 10 points pour alléger la charge mentale des entrepreneurs. C'est très complet, je vous laisse consulter sa réponse en entier. Mais il nous dit, par exemple, désactiver les notifications non essentielles sur les appareils électroniques pour éviter les distractions. Ça passe aussi par gérer les priorités en identifiant ce qui est urgent et apprendre à dire non. Vous aimez beaucoup ce thème, Kéra, on le sait. Et enfin, savoir déléguer les tâches à d'autres personnes. Vous partagez ces conseils? Et il y a quelque chose que j'aimerais rajouter et que je trouve fondamental, c'est de ne pas avoir peur de ne pas savoir. C'est les premières générations, pour les femmes c'est d'autant plus vrai, on est les premières générations d'entrepreneurs à avoir le droit de pouvoir avoir son entreprise, choisir sa vie, développer sa vision. Pour beaucoup de gens, c'est les premières fois. Donc, c'est normal de ne pas savoir. C'est normal aussi de tomber. C'est super important de pouvoir se réapproprier aussi le droit à l'échec.
savoir tomber, se relever, recommencer. C'est comme ça qu'on apprend. Le nombre d'entrepreneurs qui ont raté leur première marche et qui vont recommencer, ben voilà, c'est super important qu'on se réapproprie ça et qu'on sache l'échanger, en parler sans honte. Sans déception. Jenny ? Pour terminer, moi j'ai un petit moment à moi. La charge mentale des entrepreneurs, c'est un vrai sujet. De prendre du temps pour soi aussi. Et c'est une technique que j'applique, qui vient pas de moi. Ça s'appelle les RAM, les rendez-vous avec moi-même. Et je les mets dans mon agenda. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis avec vous et ça me fait du bien. C'est un rendez-vous avec moi-même, avec vous. Mais c'est très sérieusement, c'est prendre du temps pour s'écouter et s'oxygéner. Et ça s'appelle, vous regarderez sur Internet, les RAM, les rendez-vous avec moi. Et on les met bien en rouge sur l'agenda. Pour terminer avant la pub, Dimitri, un commentaire. Eh ben, écoutez, moi, je pratique comme vous les rames. Les rames. Mais c'est des rames un peu plus longues parce que je vais à la pêche pour être avec moi-même, voyez-vous. Ah oui, donc ça fait long. Faut un long moment là dans l'agenda, voyez-vous. Mais en tout cas, peut-être le conseil, effectivement, garder des moments pour soi, réussir à déléguer pour éviter de se retrouver sous l'eau, justement. Oui, c'est exactement ça, en fait, si on synthétise. C'est vraiment avoir du temps pour soi, pour être seul et libre de tout, en fait. On se libère de tout. Voilà. Et je pense que c'est une règle d'or, en fait. On va continuer évidemment à parler de ces sujets dans quelques minutes. Ça génère beaucoup de commentaires chez nos experts, comme vous avez pu le voir. Vous continuez à nous écrire sur notre adresse, Sofiane. Oui, avec vous, à bfmbusiness.fr, vous continuez à prendre ce rendez-vous, ce RAMAV, les rendez-vous avec moi-même, avec vous. C'est un peu plus long, certes, mais ça fonctionne. Et dans un instant, on se posera cette question: diversité, équité, inclusion. Les employeurs doivent-ils octroyer plus de jours de congé? Pourquoi? Dans quel cadre? On en parlera dans un instant avec nos experts. À tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver à 12h30 pour continuer à répondre à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, à bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct jusqu'à 13h, nos experts vous répondent. Et ils sont là, autour de cette table, Jenny Gauthier, Kéra Desfamilles, Dimitri Pivot, Pauline Tanet, qui sont là pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Vous êtes patron, salarié, indépendant, posez-nous toutes vos questions à cette adresse et sur notre live. On parlait d'octroi de jours supplémentaires de congés. Et oui, Sandra, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la Maïf a décidé d'offrir 3 jours à chaque salarié qui entame une transition de genre. Décision rare en France. Pour le moment, personne n'en a fait la demande, mais le directeur général explique qu'en menant une enquête sur la santé de leurs employés, la direction s'est rendu compte que ceux qui se déclaraient non-binaires étaient moins à l'aise dans l'entreprise que les autres. Le dispositif existe aussi, notamment chez Renault, où on a 2 jours de congé. Alors, est-ce que, Kéra, on est sur une décision un peu symbolique, voire de communication, ou est-ce que ça fait partie du bien-être des salariés en entreprise que de s'intéresser à ces questions de diversité et d'inclusion? Kéra? Alors, je pense que ça ne peut pas faire de mal de mettre le sujet. Après, je pense que c'est pas mal d'approfondir de manière sur d'autres sujets liés à la diversité. Concernant les femmes, les violences faites aux femmes, le sexisme. Voilà, ces sujets, bien sûr, sont importants, mais c'est peut-être une des portes pour ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus large. Ouais. La violence faite aux femmes, par exemple, aujourd'hui en France, c'est un problème grave. Quand on voit les statistiques, quand on voit en plus l'impact que ça peut avoir aujourd'hui dans le monde du travail, c'est 1 femme sur 5, voire 1 femme sur 3 qui va subir des violences. Donc il y a forcément une répercussion dans le monde du travail, c'est ce que vous voulez dire. Mais ça ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Ça ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Ça va avoir un impact sur la qualité de vie au travail, son implication, sa capacité à évoluer, sa capacité à s'impliquer. Et je trouve que c'est un problème sociétal dont il faudrait que les entreprises prennent en main. Et ce type d'action, c'est peut-être une première étape un peu... anecdotique, symbolique. Symbolique, mais qui est peut-être la bonne voie pour aujourd'hui s'adresser à des problématiques beaucoup plus graves en France. Et en même temps, vous savez ce que vont vous dire certains entrepreneurs. On ne peut pas donner des congés pour toutes les raisons qui sont liées, des raisons personnelles.
On est un peu dans un cul-de-sac, si j'ose dire, Jenny. C'est un peu compliqué de trouver le bon équilibre entre les deux. C'est exactement ça, en écoutant Chiara, ce que je me disais. Je trouve que ces initiatives-là, elles sont forcément intéressantes et c'est génial de pouvoir accompagner dans la diversité un grand nombre de personnes. Si je prends ma casquette pure de chef d'entreprise, je m'interroge sur concrètement au quotidien comment je peux gérer tous ces sujets qui peuvent venir à moi. Donc, j'ai pas la réponse. Je trouve que c'est intéressant de s'y pencher. J'ai pas la réponse. Et je crois que c'est pas qu'une histoire de congé en fait. S'intéresser aux personnes, c'est aller plus loin que le congé. C'est apporter des outils, c'est apporter des formations, c'est apporter du soutien. Quand on parlait tout à l'heure de l'émotion et de cette capacité à pouvoir gérer ses impacts, eh ben, il y a aujourd'hui des solutions qui sont riches et qui permettent d'accompagner ces salariés dans cette appropriation de ce mal-être pour le transformer en fait en... Dimitri? Moi, je dirais que si on veut résumer un peu tout ça, il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé, c'est le mot mixité. Je suis un ardent défenseur depuis des années, bien avant qu'on mette ça sur la place publique comme un grand sujet sociétal. La mixité, que ce soit en tout genre, hommes, femmes, les quartiers, etc., les niveaux autodidactes, diplômés, non diplômés, on est riche de nos différences. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Quand on fait travailler un jeune avec un moins jeune, un diplômé avec un autodidacte, un jeune qui vient des quartiers avec une personne qui ne vient pas des quartiers, mais bordel, on s'enrichit. On s'enrichit. On apprend beaucoup de choses des uns et des autres. Et ce mot-clé s'appelle la mixité. Est-ce que les entrepreneurs ont cette... Est-ce que ces notions-là évoluent dans la mentalité des entrepreneurs, des managers? Est-ce que... Ma chère Sandra, vous avez un produit devant vous. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis rentré, on m'a invité à quitter l'école à 16 ans. Je suis rentré dans une entreprise. C'est un entrepreneur qui m'a pris sous son aile, qui m'a renvoyé à l'école, qui m'a formé, etc. Et puis c'est comme ça qu'on grandit. Puis un entrepreneur, quand il a un jeune ou une jeune qui veut bosser, ben, il va investir sur lui. Parce qu'il a envie de le faire grandir. Parce que si lui grandit, c'est l'entreprise qui grandit avec. Et c'est surtout la culture de l'entreprise qui grandit avec. Et quand on parle justement de mixité, d'inclusion, il ne faut pas que ce soit des mots. Il faut que ce soit une culture. Faut que c'est l'entreprise qui doit... Quand on rentre dans la boîte, on sent cette culture, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de mixité qui fait grandir tout le monde. Voilà. C'est un projet collectif. Oui, c'est un projet collectif. Donc c'est vrai que isoler quelqu'un en lui donnant un congé, ça peut faire du bien à un moment donné. Mais ce projet doit être collectif. Comment on assimile la différence et comment on en fait une richesse dans un moment où, quand même, politiquement parlant, on est en train d'avoir des clivages de plus en plus forts, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les différentes communautés, et c'est un moment où l'entreprise et c'est pour ça qu'il faut marteler que la mixité, c'est un élément qui fait grandir. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, en effet, vous avez raison, Chiara, on est en train de cliver un peu. Faut la regarder. On peut regarder la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine, mais je peux vous garantir que depuis des années, quand on considère qu'on s'enrichit de nos différences, eh ben, vraiment on s'enrichit. Dans une société clivée, l'entreprise pourrait devenir la valeur refuge, ce serait intéressant. Et en plus, on l'a vu, c'est au sens propre comme au sens figuré. Les entreprises où il y a le plus de diversité à tous les niveaux, elles ont des résultats qui sont largement supérieurs à la moyenne du CAC 40. Donc la diversité et la mixité, c'est clairement bon, aussi bien pour les personnes que pour les affaires. Pour les chiffres, voilà, on l'a dit, effectivement. Sofiane. Pauline, vous appartenez à la team des experts avec vous dans la catégorie juriste. Voici donc cette question pour vous. C'est Mina qui nous dit: le mois dernier, mon élu au CSE a posé des heures de délégation le week-end. Il demande à être payé en heures supplémentaires. Est-ce que c'est bien légal? Pauline. Alors, c'est une bonne question. Alors, quand un élu, donc un élu au CSE, c'est donc une personne qui a un mandat et dans le cadre de l'exercice de son mandat, il y a des heures de délégation qui lui sont octroyées. Et donc, en fait, les heures de délégation, elles doivent être traitées comme du temps de travail effectif. Donc, ça veut dire qu'il faut les payer comme si c'était du travail en réalité. Donc, si effectivement ces heures de délégation, il les a posées pendant le week-end et que cette personne avait travaillé son temps de travail habituel durant la semaine et que ça dépasse son temps de travail légal, donc ça dépasse, on va dire, les 35 heures,
puisque c'est le temps hebdomadaire légal. Dans ce cas-là, ça génère des heures supplémentaires. Donc effectivement, si on est dans ce cas-là, il a raison de solliciter le paiement de ces majorations. Ça rentre dans ce cadre-là. C'est bon, Mina, a priori, c'est légal. A priori, il y aura des sous à la clé. A priori, ça sera payé en heures supplémentaires. Après, si je peux préciser, si elle a... Donc, en fait, comment ça se passe quand le délégué pose ses heures de délégation, l'employeur doit nécessairement les lui payer parce qu'il y a une présomption de bon usage de ces heures de délégation. Mais si après, elle a des doutes, la personne a des doutes sur l'utilisation effective de ces heures de délégation et surtout sur un usage dans le cadre de l'exécution de son mandat, elle peut remettre en cause la réalité de l'utilisation de ces heures de délégation. Et donc, ça veut dire qu'après les lui avoir rémunérées, elle peut l'interroger sur les précisions pour lesquelles il a utilisé ces heures de délégation. Et si jamais il y a un vrai litige, c'est-à-dire qu'en réalité, ces heures de délégation le week-end, c'était pas pour exercer son mandat, mais pour autre chose, dans ce cas-là, elle peut contester devant le Conseil de prud'homme la bonne utilisation de ces heures de délégation, parce que c'est une utilisation abusive. Avec les délais que ça implique. Mais bon, c'est une autre question. Sofiane. Et on salue Philippe de la CCI Touraine qui réagit sur LinkedIn et qui nous dit qu'il comprend l'isolement des micro-entrepreneurs et qu'ils viennent justement, ces entrepreneurs, également dans les événements de la CCI pour se parler entre pairs, trouver des solutions ensemble. Voilà l'un des indices, l'un des indicateurs qu'on peut suivre une solution concrète à vos problèmes. Une question pour vous, Dimitri Pivot, justement, puisque vous aidez les entrepreneurs en difficulté. C'est Laura qui a son commerce en ligne de lingerie qui dit « J'ai créé mon entreprise en 2022, mais les marges sont trop faibles, coût de fabrication et la sous-traitance. Mes fournisseurs sont peu fiables et le marché trop étroit. » Ça fait beaucoup. Dans quel ordre agir ? Alors, ça fait beaucoup de choses, donc on va les prendre un par un. Déjà, si le marché est trop étroit, on va faire de l'analyse concurrentielle. Parce que ça peut être un marché étroit, puis beaucoup de concurrents en plus. Donc, il faut regarder s'il y a un peu de perspective. Et puis, il faut regarder aussi si les produits qu'elle propose sont différenciants. Donc là, on va disséquer et l'entreprise, et le marché, et donc ses produits, et puis aussi sa situation. Parce que 2022, donc on est en 2024, ça fait 2 ans. Est-ce que déjà, elle vit de son entreprise ou pas ? Et si au bout de 2 ans, elle ne vit pas de son entreprise, donc il y a aussi, encore une fois, toujours comme on le fait chez Second Souffle, l'analyse de l'entreprise, l'analyse des marchés et l'analyse de la situation personnelle de l'entrepreneur. Parce que si c'est une femme, c'est ça, Laura, elle est seule pour assurer le revenu de son ménage, ça peut être compliqué. Donc moi, j'invite cette personne à rejoindre des organisations comme Second Souffle, mais d'autres, bien évidemment, pour qu'elle se fasse accompagner sur l'analyse structurelle et donc aussi conjoncturelle, parce que quand elle explique qu'elle a des fournisseurs, est-ce que ce sont des fournisseurs français ou des fournisseurs étrangers ? Est-ce que le prix de la matière première a peut-être évolué ? Donc si elle avait des marges dégradées, elles sont encore plus dégradées. Donc il y a vraiment une cartographie à faire, et c'est là-dessus qu'il faut l'accompagner. Vous savez, je dis souvent, vous le savez Sandra, que la règle d'or, c'est de se faire accompagner quand on est entrepreneur. À la création, à l'accélération, au développement, en difficulté et en rebond. Et ben c'est exactement le cas. Et c'est le bon réflexe de cet entrepreneur de dire, voilà, je me pose des questions parce que aujourd'hui, mon produit, il me coûte trop cher, j'ai pas de marge, et donc je gagne pas ma vie avec ma boîte. Et ça fait 2 ans qu'elle existe. Parti comme ça, et je ne vais pas durer très longtemps. Oui, c'est ça. Après ces 2 ans de test, là, il faut se poser les bonnes questions. Faut gagner sa vie. Au bout de 2 ans, on doit dégager du résultat pour pouvoir se payer de son activité. Donc, elle fait bien de tirer la sonnette d'alarme. Jenny ? Et pour rebondir sur ça, c'est de ne pas trop attendre, en fait. Souvent, il y a une forme de culpabilité, de honte de l'entrepreneur quand il est en difficulté. Et on va attendre des mois et des mois que la situation elle devienne finalement de plus en plus compliquée. Et il faut en parler le plus tôt possible. Enfin, je pense que c'est le conseil que vous leur donneriez de venir vous voir, vous ou d'autres associations, très rapidement et de ne pas avoir peur. On peut trouver des solutions. Ce n'est pas forcément la fin d'une société de se faire accompagner. Il y a d'autres solutions. Oui, exactement. Tant qu'on le fait et qu'on ne fait pas l'autruche, on le dit souvent aussi dans cette émission. Sofiane. Une question pour notre experte leadership. Kéra, mon collaborateur ne respecte pas le cadre de l'entreprise, nous dit Astrid. Il n'est pas présent en télétravail, ne fait pas ses horaires. Je ne l'ai pas encore recadré. J'hésite à le remplacer par quelqu'un d'autre. Kéra, alors on recadre ou on remplace ? Alors, ou les deux. On commence par recadrer. Oui. Le cadre, c'est super important. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que
parce qu'on veut être gentil, parce qu'on ne veut pas déplaire. Il y a des choses qu'on va estimer comme évidentes. La politesse, les horaires de travail, ça va être de l'implicite. Et donc, on ne va pas fixer ce cadre qui va être pourtant la base de la confiance qui va se créer d'une relation durable. Et donc, l'ambition, c'est de passer de l'implicite à l'explicite. La politesse, par exemple, ça peut être totalement différent, vu par moi et vu par Dimitri. Peut-être que pour moi, c'est tout à fait OK de tutoyer mes clients, de tutoyer mes collaborateurs. Peut-être que ça ne l'est pas dans une autre situation. Donc, ces éléments-là, c'est super important. Le télétravail, est-ce que ça veut dire rester derrière son écran pendant 8 heures, disponible? Et donc, c'est super important de pouvoir mettre en mots tous ces éléments dès le début, parce que quand on a un cadre, même si on semble que ça fait un peu autoritaire ou autre, c'est pas grave, on peut négocier un cadre. On a des premiers éléments à discuter. Et donc, pour les femmes, ça va être de dépasser cette peur de déplaire, cette peur d'être autoritaire, parce que très souvent, ça nous met dans des paradoxes où il faut être gentil, mais en même temps, il faut poser les choses. On parle souvent de la solitude du manager. Oui. On est là. C'est vraiment ça. C'est ce côté, je ne vais pas faire ce que tu attends de moi, finalement. Ouais. Et donc, passer, justement, derrière cette barrière, faire preuve de courage et poser son cadre. Et on va voir qu'en fait, ça permet de créer des relations de grande qualité après. Oui. Parce que finalement, c'est peut-être plus simple de faire acte d'autorité une fois pour toutes et de remplacer le collaborateur que d'avoir une vraie discussion avec lui. Vous savez ce que vous perdez, vous ne savez jamais ce que vous retrouvez. Moi, j'ai cette règle d'or. J'avais travaillé pour une entreprise, une très très grosse entreprise, qui partait du principe qu'une partie de ses collaborateurs n'étaient pas haut de gamme et qu'il fallait tous les remplacer. Et par des gens beaucoup plus haut de gamme qui permettaient de lancer cette nouvelle vision, cette nouvelle stratégie. Et en fait, on leur a dit, on va peut-être quand même commencer par investiguer. Ils avaient des gens qui étaient très, très impliqués, avec un fort sentiment d'appartenance, les bonnes valeurs. Ben, ça va peut-être être mieux de les former, en fait. Et en fait, il avait fallu passer par cette enquête pour leur montrer que, ben non, en fait, on change pas les gens comme ça, on se rencontre jamais par hasard. Et le mieux, avant de prendre des décisions radicales, c'est quand même de commencer à discuter, à négocier. Mais effectivement, il y a une question de courage, le courage du manager, et ça facilitera les relations par la suite. Sofiane. On va ouvrir notre boîte aux lettres parce que notre plateau habituel soit cassé ou non. Vous nous écrivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est Christian qui nous a envoyé un petit mail avec vous à bfmbusiness.fr pour nous dire « J'ai été licencié économique le 11 décembre dernier après la liquidation judiciaire de l'entreprise. J'étais directeur administratif et financier pendant 21 ans. J'ai accepté la convention de sécurisation professionnelle dans le but d'intégrer des programmes de formation. Depuis, je ne suis pas indemnisé par France Travail, sous prétexte que j'ai obtenu un statut d'auto-entrepreneur cet été, sans engendrer toutefois de revenus. On m'informe que ce n'est pas compatible avec les allocations. J'ai pensé à vous écrire, car vous êtes le média de référence pour toutes les questions d'actualité économique. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Raison de plus pour vous aider. Notre référence à nous, juridique, c'est vous, Pauline. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Christian? Pauline. Alors pour Christian, en réalité, la question qu'il pose, en résumé, c'est de savoir s'il peut cumuler les revenus, enfin s'il peut cumuler son statut d'auto-entrepreneur avec la possibilité de bénéficier des indemnités de France Travail. Et dans ce cas-là, la réponse, elle est oui, il le peut. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que si jamais un jour il arrive à obtenir à bénéficier de revenus dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur, alors on revoit en fait à la baisse le montant de l'indemnité qui est versé par France Travail et le nombre de jours indemnisés. Donc j'ai envie de lui dire, c'est assez surprenant la réponse qu'il a reçue. Donc je pense qu'il devrait écrire un courrier à France Travail pour savoir quel est le motif du refus, ou même se déplacer directement pour comprendre en fait le motif du refus, parce que ce refus est assez surprenant. Oui, Dimitri, oui, allez-y, continue, pardon Pauline. Oui, juste une dernière chose, s'il veut, il peut aussi aller directement sur le site internet de France Travail, parce qu'il y a le règlement UNEDIC, et dans ce règlement, en fait, il y a bien expliqué un peu tout le mode de fonctionnement du cumul. Donc, il peut même lui-même regarder et comprendre comment ça fonctionne.
Dimitri, vous êtes d'accord? J'agrée complètement ce que vient de dire Pauline. C'est même tout l'intérêt du statut de micro-entrepreneur, c'est de pouvoir cumuler justement quand on est en période de chômage. Une activité professionnelle et quand on commence à faire un peu de chiffre d'affaires, il vient minorer son revenu. Mais on ne lui coupe pas ses allocations France Travail. Donc, en effet, il faut prendre contact et je pense qu'il doit avoir un conseiller Pôle emploi le plus rapidement possible parce que, encore une fois, c'est tout l'intérêt du statut de la micro quand on est dans l'emploi. Et on invite Christian à nous tenir au courant un petit peu de cette situation une fois que vous aurez recontacté France Travail pour nous dire un peu comment votre situation évolue. Et si ça n'évolue pas, on tapera du poing sur la table. Voilà, exactement. On vous aidera. Une question pour vous, Jenny, vous allez aider cette question. Néo qui nous dit « Je souhaiterais me lancer en tant qu'entrepreneur, mais on me dit que ce n'est pas pour moi parce que j'ai une aversion au risque. » Comment savoir si je suis fait pour ça? Ça démarre mal, là, si j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous avez lu. J'imagine ses amis qui lui disent non, tu as une aversion au risque. Exactement. Non. Mais c'est la fameuse question, est-ce que tout le monde peut entreprendre ou pas, en fait? Je pense que Dimitri aura aussi son avis sur la question. Moi, je côtoie tous les jours des entrepreneurs et j'ai arrêté de dire ceux qui allaient réussir ou pas. En fait, je suis toujours très surprise. Il y en a certains avec vous voyez leur parcours, on est convaincu qu'ils vont réussir et c'est pas le cas. Et d'autres, au contraire, où ils sortent complètement des cases et on a de très très belles réussites au mercato. Ce qui est sûr, je trouve, c'est que tout le monde peut essayer l'entrepreneuriat. Tout le monde aujourd'hui peut essayer. Ça, c'est ma conviction qu'on peut essayer parce que c'est une formidable école de la vie, c'est une formidable enseignement et que derrière, on peut rebondir, on peut apprendre de ses échecs. Donc, je l'encouragerais surtout à essayer. Vous partagez cet avis, Dimitri, parce que vous voyez aussi des entrepreneurs qui se plantent, qui vont droit dans le mur et après qui vous appellent. Alors, est-ce que vous leur dites, fallait pas le faire? Mais repartent après, alors c'est bon. Alors, moi je partage un avis, Jenny, avec vous, c'est que je n'irai pas miser un copec sur une personne parce que je ne suis pas celui qui va traverser la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, je pense qu'il y a des moments dans une vie où on a envie d'être entrepreneur et on peut être entrepreneur et à un autre moment, on ne peut pas. Et je pense que Chiara, vous allez peut-être rebondir dessus parce qu'à 20 ans, des fois, j'ai rien à perdre, donc j'y vais, etc. Et puis à 50 ans, quand on a son petit confort, son bon job et tout, etc., pourquoi j'irais me mettre entrepreneur alors que je gagne correctement ma vie et j'ai mon bon job? Chiara, vous avez fait comme Jenny, vous avez expérimenté les deux, alors vous avez l'expérience. Et justement, plusieurs années d'intervalle, moi ce que je constate, c'est que je vois beaucoup de femmes passer à l'entrepreneuriat au moment où elles décident d'avoir des enfants. Ça a été mon cas, ça a été le cas de Jenny, ça a été le cas de nombreuses femmes, tout d'un coup, de décider de quitter le salariat, alors que ça pourrait paraître totalement contradictoire. On quitte la sécurité du salariat pour avoir la liberté de pouvoir organiser son temps tout en ayant un niveau d'implication et d'excellence qui soit à la hauteur de ce qu'on désire. Et ça, l'entrepreneuriat nous le permet. Alors que le salariat, moi je me dis très clairement, ça fait aujourd'hui presque 2004, donc 20 ans. 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et je commence réellement à être un entrepreneur cette année où j'ai décidé vraiment de passer à une nouvelle étape. Mais 20 ans où je n'aurais jamais pu avoir autant de possibilités de développement, de formation, de rencontres, de réseaux, d'expériences, de richesses si j'avais été salariée. Vous l'avez dit, c'est aussi une question de formation, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir le profil au départ, mais finalement se former, se faire coacher, acquérir beaucoup de compétences et pouvoir à un moment devenir entrepreneur, Jenny. Alors, je partage ce qu'a dit Chiara. Au mercato de l'emploi, la moyenne d'âge, c'est 46 ans. Et on a 70% de femmes qui sont typiquement dans ce schéma-là, où elles ont des enfants petits, donc on pourrait penser que ce n'est pas le bon moment, et pour autant, elles ont une envie de liberté et de prendre leur destin en main. Donc je suis convaincue que ça contribue largement à leur permettre de s'émanciper, briser le plafond de verre. Et j'ai aussi beaucoup de seniors, et ça, j'en suis très fière aujourd'hui. C'est aussi un bon moment pour eux, parce qu'ils ont moins de charges, et ça peut être aussi le bon moment de s'y mettre. C'est aussi quelque chose qu'on observe, nous, chez Feminine Leader, c'est que de plus en plus de seniors, de femmes et d'hommes aussi, qui décident de développer une nouvelle carrière quand ils se retrouvent, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est 30% des seniors, donc des plus de 57 ou 58 ans, je crois, qui sont dans le monde du travail. Les autres se retrouvent dans des plans de pré-retraite ou autres, avec encore beaucoup de choses à donner. Et chez les femmes, on voit vraiment aussi une recrudescence des femmes qui vont développer
leur vision, leur implication, leur impact dans le monde par l'entrepreneuriat. Prend son destin en main en quelque sorte. Sofiane. Voilà justement le témoignage de quelqu'un qui a essayé mais qui a changé d'avis en cours de route. Ça existe aussi. C'est Colette qui nous dit « J'ai créé une activité de restauration il y a 2 ans sur les conseils d'un organisme accompagnateur. Les statuts ont bien été déposés, mais l'entreprise n'a pas d'existence en réalité, aucun chiffre d'affaires ni emprunt. J'arrive en fin de droit, j'aimerais fermer. » Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Dimitri ? Déjà, on va l'aider à fermer sa boîte. Déjà pour commencer, elle a envie de changer d'activité. Elle est fatiguée. Je pense qu'elle est fatiguée. On arrête tout. On arrête tout. Entre guillemets, on arrête les frais. Ouais. Mais les frais financiers, parce que elle n'a fait pas de chiffre d'affaires, donc elle n'a pas d'investissement, donc il n'y a pas de coûts financiers. Mais bien sûr qu'il y a des coûts financiers. On ne vit pas avec de la malade de singe. Donc on arrête les frais, on clôture le sujet, et ensuite derrière il faut l'accompagner. Et des organisations comme les nôtres, on est en partenariat avec des gens comme l'APEC, on est en partenariat avec des gens comme France Travail et d'autres associations pour l'accompagner dans son rebond, et qui sera évidemment pas, si je comprends bien le propos, un rebond entrepreneurial. Ce sera un rebond salarial, et il faut l'accompagner pour qu'elle rebondisse rapidement. On ne va pas être sur du 6 mois, sur du 1 an. Donc, et vous savez, Jenny, c'est compliqué de rebondir. Hein, donc voilà, on fera des personnes comme ça, il faut faire absolument le forcing, mais il faut d'abord fermer sa boîte. Et puis retrouver ensuite une situation stable très vite. Et puis surtout s'assurer de tous ses engagements. Engagement, donc dette si elle en a, mais non, parce qu'elle a très peu d'activité, mais malgré tout, elle peut en avoir sans activité. Ouais. Et les cautions. Donc il faut vraiment repartir, mettre les curseurs à zéro pour savoir, pour préparer son rebond. Quoi. Voilà, Second Souffle est là pour ça, notamment Dimitri Pivot. On va peut-être s'intéresser aux résultats de la question du jour. Sofiane, c'est l'heure. C'est l'heure. Résultat de la question du jour, faut-il alléger la charge mentale des entrepreneurs ? On en a parlé dans la première partie de cette émission. Eh bien, la réponse est éclatante, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de débat, c'est oui, à 84% sur LinkedIn, 66% sur X, pareil sur Instagram, et 86% sur Thread. Donc, les auditeurs et les téléspectateurs sont plutôt d'accord avec la mesure initiée par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Grosse charge mentale, effectivement, ça n'empêche pas les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs aussi, d'être de plus en plus nombreux. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du négatif là-dedans. La question de demain, Sofiane. Et on reparlera de simplification pour demain, justement, du bulletin de salaire, cette fois. Là aussi, c'est un sujet récurrent, l'Arlésienne, j'ai envie de vous dire. Cette suppression du nombre de lignes, le gouvernement veut aussi s'y attaquer. Alors, on vous pose la question, lisez-vous encore le détail de votre bulletin de paye ? Vous savez, toutes ces lignes, est-ce que vous regardez ou est-ce que vous regardez uniquement le détail à la fin ? Vous votez, je pense que j'ai une petite idée de votre réponse. En tout cas, moi, je ne regarde plus. Je ne sais pas, vous, Sandra, ça paraît trop compliqué. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut s'y intéresser. On en a déjà parlé dans cette émission. Vous nous répondez et on vous donnera évidemment les résultats demain en direct. On remercie en attendant nos expertes et experts Jenny Gauthier, Kéra Desfamilles, Pauline Tanet et Dimitri Pivot. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour cette émission un petit peu particulière dans ce studio, mais bon, peut-être que demain nous serons de retour dans notre studio, Sofiane. Et on peut dire que mercredi, on aura une autre émission spéciale qui concernera les Jeux Olympiques, évidemment. À 100 jours pile, on va marquer la date et on parlera de toutes les problématiques, les QR codes, le télétravail, votre vie en entreprise, comment ça va se passer du côté employeur et employé. C'est un casse-tête, vous le dites, vous le mimez bien, Kéra, vous avez raison. On en parlera. Je pense que ça va faire l'objet de nombreux débats, mais vous pouvez déjà nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr. On en parlera mercredi avec tous vos témoignages. La boîte aux lettres est déjà ouverte. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de voir cette émission, vous pouvez la retrouver en replay dans quelques minutes sur notre site. Chaque question aussi sur notre site dans l'appli et dans la partie, podcast. Tout est redécoupé. Vous pouvez les voir question par question. N'hésitez pas à aller regarder. Passez une très bonne journée sur BFM Business et à demain. Avec vous sur BFM Business.